OMD, nous, on nous a classés dans, vous n'avez pas droit à l'industrie, faites le commerce, et c'est la part de l'Afrique dans le commerce international est moins de 2%, malgré toutes les richesses du sous-sol qu'on a. L'uranium est à notre portée. Deuxième producteur au monde, c'est le Niger. La France vient chercher cet uranium, et la France devient, à travers Areva, le pays qui vend de l'uranium à la Chine et au monde entier. Vous comprenez ce que je dis? La France n'a même pas un demi-verre de pétrole, ni un gramme d'uranium de richesse du sous-sol. Mais c'est la France qui vient nous commanditer. En fait, c'est l'Afrique qui finance le développement de l'Occident et non pas l'inverse, peut-être qu'on nous le fait. Souhaiterait. Heribert Abel Adjovi, nous voyons la Libye, la Tunisie, le Soudan, le Maroc, la Côte d'Ivoire. L'Afrique a été secouée, parlant de géopolitique actuelle. Oui, je pense que beaucoup parleraient de révolution de velours, si on veut aller au terme plus ou moins utilisé dans les milieux, dans les cercles diplomatiques. Mais ce que je pense concrètement, c'est que nos dirigeants ont leurs responsabilités et l'extérieur également joue sa partition. Parce que dans tous ces pays dont vous parlez, c'est des dirigeants qui sont restés longtemps au pouvoir, ont, par rapport aux richesses du pays, distribué la manne pour que les gens se taisent, mais ça ne peut pas être de façon indéfinie. Et ces dirigeants-là avaient des rapports très étroits avec d'autres puissances, les puissances qui ont des intérêts dans ces pays-là, et ces valets locaux ont aidé ces puissances-là à avoir ce dont ils avaient besoin, c'est-à-dire les ressources de notre sol, de notre sous-sol. Et aujourd'hui, évidemment, ça ne peut pas continuer comme ça. Un jour arrive où ce qu'on a contenu durant tout le temps s'explose. Et c'est ce qui est arrivé en Tunisie, en Égypte. Nous parlons également aussi de la Libye, même si c'est un cas un peu différent, parce que par rapport, si on enlève la question de la liberté par rapport aux moyens qui sont mis à la disposition des jeunes dans un pays comme celui-là, la Libye, les gens ne travaillent pas, mais sont financés, tout ça. Donc je pense que ça ne répond pas exactement à cette géopolitique-là, mais ça répond à d'autres enjeux, parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas, aujourd'hui, toutes les puissances ont des problèmes. On parle de crise économique aiguë et on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Mais nous savons très bien, dans les normes étatiques, qu'il y a des pays, je ne veux pas donner de nom, où c'est lorsqu'on est engagé dans une guerre qu'on peut dépenser sans justifier devant le Parlement. Il y a des budgets pour cela. Donc lorsqu'on se retrouve le dos au mur, on peut alors entraîner des guerres dans d'autres régions, et notamment les pays en développement. Ça permet bien évidemment de renflouer les caisses au niveau des firmes d'armement, des firmes qui sont engagées dans ces genres de manœuvres. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Ça permet évidemment d'utiliser des budgets non justifiables, des fonds secrets, si on peut s'exprimer ainsi. Mais dans le même temps, regardez le comportement de l'Union africaine. L'Union africaine qui, dans le même temps, voudrait enlever les frontières des États, qui voudraient aller à faire disparaître les frontières, a permis qu'il y ait le Sud-Soudan. Est-ce qu'on ne va pas aller dans le même sens que Benghazi? Parce que finalement, si Kadhafi résiste, il résistera, c'est sûr que Benghazi finira par être un petit État dans la Libye. Oui, bien sûr, mais le problème, c'est que lorsque vous parlez de Sud-Soudan, vous parlez du Soudan, vous parlez de Béchir, on a vu ce qui s'est passé avec les Noirs de la région. Oui. Donc ça pose un problème lorsque vous n'arrivez pas à vous entendre sur ces questions et que nous avons des chefs d'État, je ne dirais jamais irresponsables, mais des chefs d'État qui ne peuvent pas prendre leurs responsabilités face à des situations données. On ne peut arriver qu'à des résultats où on est amené à peut-être ne pas à se séparer lorsqu'on ne peut pas vraiment s'entendre. Mais au-delà, parce qu'on parlait de l'emploi aussi, si l'on veut gérer les choses, et c'est sur le plan continental, c'est déjà trop. Voyons déjà au niveau de la CEDEAO ce que nous faisons entre nous, le Bénin, le Niger, le Togo, le Ghana, le Nigeria, tout ça. Qu'est-ce que chaque pays peut apporter? Et qu'on peut avoir des projets intégrateurs, déjà au niveau de la sous-région. Si on arrive à réussir ce développement-là, on peut en arriver au cas continental. Mais lorsque on va se réunir seulement lors de grands sommets de l'Union africaine et peut-être développer des projets, je pense que si cela n'est pas intégré de façon concentrée, c'est-à-dire qu'on
on ne commence pas par le sous-régional pour aller un peu plus loin, ça va poser des problèmes. Parce que vous ne pouvez pas vous entendre entre Béninois, Togolais, Nigériens pour avoir des projets ensemble, par exemple en matière de chemin de fer, en matière de ressources vivrières. Est-ce que c'est le maïs que tel pays produit et il peut produire davantage pour permettre à ce que dans la sous-région ça puisse aller et qu'on puisse avoir des projets ensemble. Si on ne peut pas réussir ça, on ne peut pas dire sur le plan continental qu'on va faire quelque chose. Donc il ne faut pas être hypocrite. Dans la résolution des crises, nous avons vu comment la crise ivoirienne, elle est arrivée avec comment l'Union africaine a dû résoudre la crise ivoirienne. Quelles sont vos impressions sur cette résolution? Parce que d'autres disent que c'est une résolution à l'amiable. À l'amiable parce que des institutions, Barack Obama qui parle des institutions fortes, une institution donne gagnant quelqu'un, on dit non, il n'a pas gagné les élections. Toute la communauté internationale a finalement installé Ouattara. Je ne dis pas qu'il n'est pas président légitime, il est le président légitime. Quelles sont vos impressions sur toute la résolution de cette crise ivoirienne? Le débat intellectuel et juridique, si on le fait, on ne va jamais s'entendre en ce qui concerne la crise ivoirienne. Parce qu'au départ, il faut se dire que la résolution actuelle, celle qu'on a obtenue, d'une certaine manière fragilise, heureusement que les autres pays n'ont pas suivi, pourrait fragiliser les cours constitutionnels. On est d'accord. Mais on vient de le dire que c'est La Fontaine qui l'a écrit, la raison du plus fort. Et toujours la meilleure du temps. Il faut réaliser. Et ça aussi, c'est de l'intelligence politique de réaliser que si on a des plus forts en face de soi, il faut savoir prendre acte de ça. Il faut être pertinent vis-à-vis de ça. La crise ivoirienne ne pouvait pas connaître autre issue. Et puis, soit dit entre nous, si Gbagbo gagnait, il me semble qu'il y aurait encore beaucoup d'effusion de sang. Donc, je ne dis pas, je vous l'ai dit au départ, qu'il y a la force dans le monde, il n'y a pas forcément la justice dans le monde. Il se fait que plusieurs structures, plusieurs organismes et plusieurs pays puissants se sont mis d'un côté face à Laurent Gbagbo qui revendiquait une certaine légitimité. La réalité d'aujourd'hui, la réalité politique et la réalité des forces lui imposait une résolution à l'amiable, une négociation, ce qu'on n'a pas obtenu. Anecdote pour anecdote, il paraît que Barack Obama l'a appelé, il n'a pas décroché. Ouais, c'est l'homme le plus puissant du monde. Et ça, il y a des frustrations que les gens n'acceptent pas. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit, à votre question, on ne pouvait pas s'attendre à une autre résolution. Je ne dirais pas si elle est juste ou pas, mais c'était la conséquence vu le rapport de force. Aujourd'hui, le langage a changé un peu en Côte d'Ivoire, Dr Sélégan. On ne voudrait plus poursuivre Gbagbo parce qu'il était président, qu'il a fait tuer. On le prend en tant que citoyen. C'est le langage qui est en train d'être évoqué actuellement en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes du même avis? Ou vous avez forcément une autre idée de la résolution de la crise ivoirienne? Je vais faire ce que je n'avais pas fait au début. Je remercie vraiment LC2, qui est mondial, de m'offrir ce plateau pour vous dire une vérité, ma part de vérité. Et attention, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Lorsqu'on bombardait Gbagbo, lorsqu'il y avait la crise, Kadhafi a dit bombarder la présidence, je vais reconduire ça en 3 jours. Oui. Maintenant, quand on est en train de bombarder Kadhafi, les autres disent allez-y. Bientôt, le tour de Wade va arriver. Ça dit quand on est allé chercher... Il y a déjà le Burkina aussi qui est sérieusement... Quand on est allé chercher les fonds, j'ai dit que j'étais minant. Lorsqu'on est allé chercher les millions, j'ai dit que j'étais Roba. Quand on est allé chercher les Roba, j'ai dit que je suis de Dassa Dzoumé. Mais maintenant, quand on est parti chercher les gens de Dassa Dzoumé, il n'y avait plus personne pour venir à leur secours. C'est pourquoi, merci. Et pour mieux comprendre la crise en Côte d'Ivoire et ses conséquences sur la sous-région et le développement du Bénin, il faut comprendre. Je vais donner quelques pistes de réflexion. Je ne vais pas tout dire. Commençons par le Gabon. Les services secrets. Et le documentaire Jules, je peux vous fournir ça. Tu peux venir copier et je vais vous documenter. Oui, je sais le documentaire Infrarouge de France 3. C'est ça. Ouais. L'ancien chef service secret français, je ne dis pas membre du service, chef service secret français, ancien conseiller spécial de Chirac. Les deux ont dit à visage découvert qu'au Gabon, on a renversé les résultats. Mieux, c'est qu'au Gabon, sous le feu père Bongo,
C'est sa femme qui était présidente de la Cour constitutionnelle. C'est lui qui jouait le rôle de notre Robert Dossou au Bénin. C'est son épouse. S'il dit que c'est gagné, c'est gagné. S'il dit que c'est perdu, c'est perdu. Ça n'avait jamais gêné l'Occident. Revenons maintenant en Guinée. En Guinée, celui qui a eu 18% a gagné celui qui a eu 44% au deuxième tour. Par quelle magie cela pouvait se poser? C'est parce qu'il a résisté et dit on a mal compté. Et en ce temps, les institutions internationales avaient déjà validé que le deuxième tour, on doit aller au deuxième tour. Il a résisté. Vous avez vu que les élections, le deuxième tour a duré. Mais docteur Sénégal, vous n'avez pas de preuve. Quand vous parlez de ça, vous n'avez pas de preuve. On n'a pas de preuve. Non, ce que je dis, c'est que 18%, il a gagné au deuxième tour celui qui a 44%. Non, il y a eu d'autres jeux, les jeux politiques, les jeux du deuxième tour, qui a porté Alpha Condé. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire par quel miracle. Mais c'est qu'il a dit qu'il faut recompter. Quand on a recompté, on a vu effectivement que le président de leur Sénat, et de notre Yononfou ici, son équivalent là-bas, qu'il avait truqué, qu'il avait volé des voix. Il a été démis. Ça veut dire quoi? Il a été démis et le jour il devait être jugé en France. Le jour il devait être jugé à Conakry. Il est mort en France. Oui. Je laisse ça à ceux qui peuvent faire des recherches. Comment il peut mourir comme ça. Parlons maintenant de la résolution de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ouais. Pour mieux comprendre la Côte d'Ivoire, il faut se dire ceci. Moi, je veux balayer désormais du revers qui a gagné, qui n'a pas gagné. J'ai fait 7 ans d'exil politique en Côte d'Ivoire. Je connais Ouattara en tant qu'un bon gestionnaire. Je l'ai admiré, surtout sur la gestion des parcs automobiles en Côte d'Ivoire. Je l'ai admiré. Parce qu'il était même du côté de Houphouët. Pourtant, les gens de PDCI, il n'a pas fait de cadeau à ceux-là. C'est un bon gestionnaire. J'ai eu la grâce de connaître Gbagbo. Le premier jour, il est venu, il a rencontré Houphouët. Houphouët l'a dit, l'oiseau revient toujours sur l'arbre. Donc, je connais cette histoire dont je vous parle. Mais le temps ne nous suffirait pas. Je dis, je vais laisser de côté qui a gagné, qui n'a pas gagné. Mais c'est que ceci, mon prédécesseur l'a déjà abordé. Si nous devons tenir compte de ce que notre cour constitutionnelle, nos cours constitutionnels vont être fragilisés. Si désormais c'est ce que Choya a dit, Choya est déjà parti, on l'a déjà enlevé. Et ce que les autres ont dit, qui vont primer sur ce que nous on dit, ça va être très grave. Mais voici la criminalité de l'Occident et de Sarkozy. Dans quel pays, pour faire partie un chef d'État, on fait embargo sur les médicaments? L'Union européenne dit, en Côte d'Ivoire, ils sont plus environ 20 millions. C'est 5 millions seulement qui ont voté. Ça veut dire que les 15 millions, même si vous êtes malade, même si vous êtes blessé, si vous voulez accoucher, vous n'avez pas droit aux médicaments. Ce que Sarkozy, dans sa politique, a tué en Côte d'Ivoire par manque de médicaments, sont plus que les milliers qui sont tués à Douékoué. Oui, et même s'il échappe au tribunal des hommes, il n'échappera au tribunal de Dieu. Docteur Sénégan, c'est toujours facile de rejeter le tort sur les gens. C'est très facile de toujours rejeter les torts si nous-mêmes nous ne prenons pas conscience de ce que nous faisons. Tout le monde sait qu'il y a des exactions qui ont été commises par le camp Gbagbo. Ça, vous ne pouvez pas passer sous silence. Je suis en train de parler de chacun. J'ai parlé de l'Occident. Ce que l'Occident a fait, ce n'est pas civilisé. C'est criminel. Mais personne ne va les traduire. Ils ont tué beaucoup de gens. Je reviens maintenant à l'intérieur. Je dis ceci. Il y a un canevas. Moi, j'ai admiré à la veille du deuxième tour, ou à l'avant-veille, Ouattara et Gbagbo ont eu un entretien qu'on n'a jamais eu au Bénin, que je souhaite un jour cela ait lieu. Et c'était vraiment convivial. Moi, je vais souhaiter voir une Côte d'Ivoire réunifiée avec ses fils de cette manière. Mais c'est qu'il y avait déjà le verre dans le fruit. Il n'y a pas eu de désarmement. Comment on peut aller dans les... Même Kofi Go qui représentait l'Union africaine. Voilà encore les failles de l'Union africaine. Kofi Go qui représentait l'Union africaine, on a kidnappé 2 de ses militants, enfin 2 de ses membres au nord. Il a fallu Choi et son armée pour aller les libérer. Ça témoigne de ce que la situation était explosive. On ne pouvait pas voter dans un pays en guerre et la Constitution l'interdisait en Côte d'Ivoire. Je veux dire que si on vous présente cette chose dans ce contexte de guerre et des gens non désarmés, qu'il faut aller voter, c'est grave. Ok. Donc, oui. Pour conclure la partie... Pour conclure la partie, c'est que je dis, il ne faut pas qu'il y ait d'impunité en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il y ait d'impunité. Et moi, je suis contre les gouvernements d'union nationale pour faire taire les choses ou de large ouverture. Si quelqu'un gagne les élections, qu'il assume avec son équipe, les autres restent à l'opposition et 5 ans plus tard ou 4 ans plus tard, selon les pays,
Et si ça fait 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard? Mais il faut vivre, c'est ça qui manque au Bénin. Et donc vous avez parlé les gens au Bénin, il n'y a pas d'opposition. Docteur Sénégan, vous avez dit qu'il n'y aura pas d'impunité, qu'il ne faudrait pas qu'il y ait impunité justement en Côte d'Ivoire. Pour qu'il n'y ait pas d'impunité, le camp Ouattara a saisi officiellement les grandes institutions. Nous avons vu la délégation de la Cour pénale internationale qui était à Abidjan cette semaine. Nous allons revoir en image ce que le vice-président de la CPI a été fait en Côte d'Ivoire. C'est un reportage de CFI. La procureure adjointe de la Cour pénale internationale, la Gambienne Fatou Bensouda, a prévenu ses interlocuteurs ivoiriens. Il faut en finir avec le cercle vicieux de l'impunité en Côte d'Ivoire. C'est le message qu'elle a transmis au président Alassane Ouattara, qu'il a reçu à Abidjan. La délégation de la CPI est en mission d'évaluation portant notamment sur la situation sécuritaire, avant une éventuelle enquête sur les crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis durant la crise. L'une des questions importantes dont notre délégation a discuté avec le président, c'est que nous allons nous pencher sur les crimes de toutes les parties. Cela veut dire qu'aucun responsable des crimes très graves dont la CPI a la juridiction ne sera protégé. Alassane Ouattara a accordé son feu vert à la CPI et assuré qu'il n'existe aucune volonté de protéger qui que ce soit. Les deux parties ont même signé hier à Abidjan un accord de coopération judiciaire. La justice ivoirienne devrait enquêter essentiellement sur les atteintes à l'autorité de l'État et les crimes économiques et laisser à la CPI le soin de juger les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Aucun criminel ne sera épargné. Toute personne qui vit sur le territoire ivoirien, je dis toute personne, qu'elle soit proche du président Ouattara ou proche du président Gbagbo, ces personnes doivent être arrêtées, transférées, déférées à la Cour pénale internationale, jugées et condamnées pour qu'on dise en Côte d'Ivoire, plus jamais ça. La délégation de la CPI devrait se rendre notamment dans l'ouest du pays, région la plus durement frappée par les violences qui ont fait au moins 3000 morts. Les victimes et les témoins de ces violences ont jusqu'au 16 juillet prochain pour saisir le procureur de la Cour pénale internationale. Voilà, c'était un reportage de Martin Matézo, nos confrères de Canal France International, CFI. Alors, Héribert Labelle-Adjovi, vous avez vu avec ce reportage que la justice ivoirienne entend mettre fin à l'impunité. Quand le président Ouattara a créé une commission vérité et paix, mais quand ils disent qu'il faut juger les actes. Bon, mais je pense que chacun ou chacune des parties doit se regarder dans le miroir. Moi, je ne veux pas pleurer sur du lait renversé. Il va falloir qu'au-delà de tout ce qu'on dit là, que les Ivoiriens se réconcilient avec eux-mêmes et qu'ils construisent leur pays. Ça ne sera pas facile. Il va falloir que les exactions dont nous entendons parler, que ça puisse cesser de part et d'autre et que l'on en arrive à la paix. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère. Et nous avons bien des Ivoiriens qui sont actuellement chez nous, au Bénin. Donc il va falloir que ce pays-là retrouve sa paix d'antan. Même s'il faut reconnaître, et ça personnellement je le crois, que c'est l'effet boomerang de tout ce qui s'est passé depuis ces 50 dernières années. Ouais. Merci. Bon, c'est bon. Didier Mexan-Diego, la résolution de la crise ivoirienne par les Ivoiriens. Du coup, le garde des Sceaux dissociait déjà qui sont ceux qui seront frappés par la justice internationale et qui seront frappés par la justice ivoirienne. Nous devons, et nous n'avons pas le choix, nous devons de faire confiance au génie du peuple ivoirien pour qu'il apprennent à se reparler. C'est vrai que la déchirure est profonde et il faut prier que le président Ouattara soit davantage inspiré parce que je crois que le défi est dans ses mains pour qu'il rapproche les deux morceaux ou les deux bouts. Il est évident que ce n'est pas facile vu les positions que les uns et les autres ont prises, mais moi je continue parce que je suis croyant, j'ai foi en cette résolution, en cette paix indispensable. Parce que la Côte d'Ivoire, ne serait-ce que dans l'UEMOA, fait 40% du chiffre d'affaires ou du business en général, le PIB. Donc, il est important pour nous, parce que c'est des frères et parce que nous sommes ensemble pour vivre ensemble, il est important pour nous que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Et pour cela, moi, je continue à faire foi, et n'est-ce pas, en ce génie du peuple ivoirien. Je crois qu'ils vont trouver le mot.
Imaginez-vous que quand ils étaient en pleine crise, ils arrivaient à chanter, ils arrivaient à dédramatiser la chose, ce que tous les peuples africains n'ont pas. Et je pense que la solution viendra et moi j'ai grande foi en cela. On n'a pas parlé, Heribert Label Adjovi, je vais donner la parole à Dr Sélégan dans 2 secondes. On n'a pas parlé du mandat lancé contre Kadhafi. Oui, je pense que ce que je prends à mon compte, c'est les déclarations, ce sont les déclarations du président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, qui disait c'est mettre de l'huile sur le feu. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. Au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, les spécialistes des relations internationales diraient que les guerres ont également des vertus thérapeutiques. Ça paraît... On a vu le cas du Libéria. Bon, donc au-delà de tout, nous sommes quand même engagés dans le nouvel ordre mondial. On peut penser à ce qu'on veut, mais de toutes les façons, les choses n'iront pas en s'améliorant. Nous allons seulement être en prière avec tous les pays qui souffrent, tout en sachant que les situations vont évoluer en s'aggravant parce qu'il y aura moins de possibilités de s'en sortir et donc dans ces conditions, les plus grands vont vouloir toujours piétiner les plus faibles. Ça ne changera pas. Nous allons donc aborder maintenant les conclusions. Je vais demander à Dr Sélégan. Dr Sélégan qui a publié Géopolitique, stratégie de l'économie mondiale. Voilà. Dr Sélégan qui a fait beaucoup de livres, qui a fait beaucoup d'éditions. Je vais vous donner la parole pour conclure rapidement cette émission. Merci. Je vais dire ceci. Nous avons l'obligation, quels que soient les bagarres qui existent entre nous au Bénin ou ailleurs, nous ne devons pas jeter de l'huile sur le feu. J'ai essayé de dire ma part de vérité, ce que je comprends. Mais maintenant, c'est dans le cœur de l'homme que la guerre a commencé, que la haine a commencé. Et c'est le cœur de l'homme qu'il faut d'abord désarmer avant d'arriver à la conclusion. Il sera difficile à l'homme seul de le faire. Je prie pour que Dieu vous accompagne sur cette voie. Mais le tribunal pénal international, tel que c'est fait aujourd'hui, n'est dirigé que contre les plus faibles. Et ça dénature un peu son poids. Le monde a besoin de justice, mais pas de cette sorte-là. Quand Bush est parti en Irak, en Afghanistan, et a tué tant de monde, des enfants aujourd'hui, il circule librement. Chez lui, il n'y a pas de justice. Taylor est là-bas, Bamba est là-bas. Donc, je dis qu'il ne faut pas que ce soit une justice des pauvres. Enfin, c'est que la Côte d'Ivoire, en fait, telle qu'elle est aujourd'hui, pour balayer son passé, doit commencer de la guerre, même du coup d'État de 1999 comme Bédier, ensuite la guerre en 2002, etc. Il ne faut pas seulement prendre la chose au milieu quelque part pour dire que la justice doit être faite à partir de la fin. Il faut commencer par le début. Merci. La Côte d'Ivoire. Merci, Dr Sélégan. Nous allons prendre rapidement, en quelques secondes, le mot de fin de Heribert Label Adjovi, qui est aussi auteur de Diplomatie béninoise à l'ère du changement. Justement, votre mot de fin? Oui, c'est dire simplement que quel que soit ce que les hommes font, ils doivent savoir qu'il y a la justice des hommes, mais au-delà, la justice de Dieu. Quelle que soit notre puissance, un jour, nous allons rendre compte. Mais je dis, ne soyons pas naïfs, les choses iront en s'aggravant parce que la situation internationale va être encore davantage crispée parce que nous tendons vers la fin de toutes choses. Merci. Didier Mexandiego, votre mot de fin? En attendant que je vous amène le livre que je n'ai pas encore écrit, non, je voudrais avant toute chose saluer les efforts actuels. Et là, c'est en tant que directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi que je parle. Je voudrais saluer les efforts actuels que le gouvernement fait et à travers Madame le ministre. Et rappeler que le pacte mondial pour l'emploi a été voté en juin 2009. Et ça, c'était à la conférence internationale du travail. Et qu'à Ouaga, il y a eu étude de la mise en œuvre de ce pacte en Afrique, ce qui a été renforcé à Yaoundé. Dans ces conditions, Malabo, c'est bien Malabo? Oui. Malabo intervient comme, je vais dire, l'apothéose. Aujourd'hui, plus que jamais, nos dirigeants ont l'occasion d'apporter la volonté politique pour régler une fois pour toutes, c'est vrai qu'on ne peut pas le régler, mais pour rapprocher les bouts de cette difficulté que constitue l'emploi. Je dis régler le problème de l'emploi, c'est contribuer à la paix. Nous avons parlé de la paix et je dis voilà aussi une denrée
indispensable pour la paix et la paix qui est une denrée indispensable pour le développement. Je vous remercie. Le 17e sommet des chefs d'État de l'Union africaine se tient à Malabo depuis au moins 4 jours. Ce matin, nous avons suivi la conférence des chefs d'État sur le sommet qui a porté sur le thème « Accélérer l'autonomisation des jeunes pour le développement durable de l'Afrique ». Nous avons parlé donc du thème, des implications de ce thème et de la géopolitique actuelle de l'Afrique. Sur ce plateau, nous avons reçu Didier Mexan Diego, il est l'actuel directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Nous avons reçu également Dr Emmanuel Sélégan, il est économiste géopolitologue, et Héribert Label Adjovi, journaliste éditorialiste spécialisé des questions de relations internationales. Voilà, ce sera tout pour cette émission. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci et au revoir.